tardes. Tudo bem? That's all the Portuguese I have. Donc je vais parler en français. Vous avez tous... You all have headsets for the translation? That's okay? Génial. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est la puissance des récits. La capacité que les récits peuvent avoir de changer le monde, on pourrait dire, mais même à quel point les récits sont partout dans nos vies. Et pas simplement dans les films, pas simplement dans les livres, mais absolument partout. Et pour ça, je vais attendre qu'on ait la petite présentation, mais j'ai pris conscience de ça quand j'ai fait ce film Demain, dont on parlait tout à l'heure. C'était vraiment une idée absolument débile d'appeler ce film Demain, parce qu'effectivement ça posait beaucoup de problèmes dans les cinémas. C'est-à-dire que les gens venaient en disant « je voudrais un billet pour demain ». Et c'était là « oui, ok, mais donc vous voulez voir quel film demain ?»« Je voudrais voir demain ». « Oui, demain j'ai compris, mais quel film ?»« Mais demain, ah oui, très bien, demain ». Donc bon, ça a été un running gag pendant toute la sortie du film. Et en fait, l'idée de ce film m'est venue parce que j'étais un activiste dans l'écologie et que je me rendais compte qu'on passait beaucoup de temps à décrire la catastrophe, à décrire ce qui n'allait pas, et qu'on passait très peu de temps à essayer d'imaginer à quoi le monde pourrait ressembler si on mettait bout à bout les solutions qu'on connaît déjà. Et que d'une certaine façon, on manquait d'un grand récit écologique. On vit dans un monde aujourd'hui où les récits que portent les grands leaders, je sais pas, par exemple Elon Musk, il porte un grand récit qui est un récit technosolutionniste, qui est un récit transhumaniste, qui est la technologie va non seulement nous sauver, mais nous permettre de nous augmenter. Et donc il y a une sorte de promesse qui est que la technologie va venir rendre notre vie de plus en plus facile. La promesse des capitalistes, c'était plus vous allez travailler, plus vous allez avoir d'argent, plus vous allez pouvoir vous acheter de choses, plus vous allez pouvoir avoir de loisirs, et plus ça sera génial. Le récit des écologistes, c'est un peu... il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de prendre la voiture, il faut arrêter d'utiliser la lumière, il faut arrêter de prendre l'avion. Donc c'est perçu comme une sorte de récit de privation. Et je ne vois pas comment un récit de privation peut entraîner des millions de personnes à sa suite. Donc, d'une certaine manière, il y a besoin de construire un récit qui suscite du désir, qui suscite de l'envie. Et ce récit-là, pour le moment, il n'existe pas vraiment. Il n'existe pas vraiment en politique et il n'existe pas vraiment au cinéma non plus. Alors, je vais enlever d'abord cette... Non, bon, peut-être pas tout de suite. Nous sommes une espèce fabulatrice. Ce mot, il a été... je l'ai entendu la première fois de la bouche d'une amie à moi qui est romancière, qui s'appelle Nancy Houston, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Et elle dit, pour nous les êtres humains, raconter des histoires, c'est notre façon d'être au monde. On passe notre temps à raconter des histoires. Là, tout à l'heure, par exemple, Lyciane m'a présenté, elle a raconté une histoire sur moi. C'est-à-dire qu'elle a pris un certain nombre d'éléments de ma vie, qu'elle a choisis, elle les a mis les uns à côté des autres, elle y a mis un certain point de vue, elle a fait du montage, quoi, elle a fait du cinéma, et ça a donné une image de qui j'étais. Si vous demandiez à mes enfants de faire la même chose, ils sélectionneraient peut-être d'autres éléments de ma vie, qui mettraient dans un autre ordre, avec un autre point de vue, ce serait peut-être un peu moins flatteur, et ça raconterait, et ça donnerait peut-être l'impression que je suis une autre personne. Ben ça, c'est notre activité favorite de faire ça. On vient glaner des éléments du réel, c'est comme si on regardait le réel à travers une fenêtre, on n'en perçoit que certaines parties, et ces éléments du réel qu'on va glaner, on les organise dans une trajectoire de sens et on leur donne une interprétation. On essaye d'interpréter nos perceptions du réel. Et notre façon de partager cette interprétation du réel, cette interprétation subjective du réel avec les autres, c'est raconter des histoires. C'est ça que font les humains en permanence. Et ça fait très longtemps qu'ils font ça. Là, vous ne voyez pas forcément très bien. Peut-être qu'on pourrait éteindre un tout petit peu les lumières dans la salle, non ? Pour voir mieux l'écran.
Could we turn the light a little bit down so that we can see the screen a little bit better? Ok, bon, peut-être que ça va arriver à un moment. Donc ça, c'est des peintures qu'il y a dans la grotte de Chauvet, qui est une grotte en France, des peintures préhistoriques, qui ont plus de 30 000 ans. Et donc, c'était déjà une tentative d'un certain nombre d'humains de raconter à d'autres humains des scènes de leur vie quotidienne, des mythes. Ah, super. Et de leur proposer finalement des histoires. Depuis le moment où ces êtres humains ont peint ces peintures sur la grotte de Chauvet, on a construit un certain nombre d'autres outils qui nous permettent de raconter des histoires et de les répandre. Notamment les livres, l'écriture, qui a permis de commencer à raconter des histoires à des milliers et des milliers de personnes. Puis le cinéma, la télévision, l'image. Et puis récemment, Internet, les réseaux sociaux sur lesquels on poste des stories. Et c'est pas un hasard si ça s'appelle des stories, c'est parce que c'est là aussi des éléments fractionnés et subjectifs du réel que nous offrons aux autres, souvent de façon assez flatteuse là aussi sur nous-mêmes. On montre les aspects qu'on a envie de montrer de notre vie et qu'on envoie sur les réseaux sociaux pour raconter une partie de nous-mêmes. Ces fictions, ces outils plutôt, ces livres, ces films ont permis à des raconteurs et des raconteuses professionnels, des romanciers, des romancières, des réalisateurs, des réalisatrices, de proposer des fictions à un public extrêmement large. Et ces fictions ont parfois, même très souvent, eu un impact sur la réalité. Par exemple, ce livre, qui a été écrit par Jules Verne en 1830, De la Terre à la Lune, a inspiré un nombre incalculable de films et de livres et d'histoires, notamment un film de Méliès au début du XXe siècle, puis un film de Fritz Lang, puis cette bande dessinée de Hergé, de Tintin, On a marché sur la Lune. Et cette idée que les humains pourraient s'extraire finalement de la planète pour aller sur une autre planète, sur la Lune, qui a été imaginée par Jules Verne, était tellement puissante que des humains ont eu envie de la rendre réelle. Et dans les années 60, les États-Unis, sous l'impulsion donc de Kennedy, ont investi énormément d'argent, énormément de matières grises, énormément d'innovation pour que cette fiction devienne réalité. Ça, on le retrouve dans énormément d'éléments de la science-fiction qui se sont ensuite retrouvés dans nos vies de tous les jours. Par exemple, je vais vous montrer un extrait d'un film, vous allez me dire si vous le reconnaissez, qui a donné lieu à quelque chose qui existe maintenant dans nos vies. Alors, est-ce qu'on a du son ? Est-ce que quelqu'un reconnaît ce film déjà, juste avec les images ? Exactement, Minority Report, de Steven Spielberg, qui date de 2006. Donc, bon là, c'est pas très grave si on n'a pas le son, je vous raconte. Donc là, comme vous le voyez peut-être, Tom Cruise est dans une voiture qui est une voiture autonome, qui roule toute seule. Et ça l'arrange bien puisque, vous allez voir, il va casser le toit, il va monter dessus, il va sauter sur d'autres voitures, donc il vaut mieux qu'il n'ait pas besoin de conduire en même temps. C'est pas un élément essentiel de l'histoire, on s'en fiche. C'est simplement un élément de décor. Mais ces éléments de décor ont une influence, encore une fois, sur notre imaginaire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle des marques dépensent des sommes considérables, par exemple, pour que... Ok, bon. Oh, bon, tu peux couper le son là pour celle. Coupe le son pour celle-là, c'est pas grave. Ok, je vais le faire moi-même. Donc je remets bien le micro du coup.
Waouh, il y a quelqu'un qui essaie de me saboter. Donc c'est un élément de l'histoire qui n'a absolument aucune importance dans la dramaturgie, mais qui a une influence sur notre imaginaire. C'est exactement le même principe que... Ça y est, c'est revenu. Ouais, c'est exactement le même principe que Kant. Non, c'est reparti. Waouh. Non, ça change rien. C'est bon. C'est la même chose. C'est la raison pour laquelle, par exemple, des grandes compagnies dépensent des millions pour que James Bond ait le dernier iPhone ou la dernière iWatch. Je ne sais pas si vous savez ça, mais pendant le confinement, il y a des films qui n'ont pas pu sortir, et notamment un film de James Bond qui a été retardé de 8 ou 9 mois. Et en fait, le studio a fait retourner des scènes de ce film, a dépensé des millions d'euros pour que James Bond ait le bon iPhone dans le film. Donc vous imaginez bien que s'ils ont fait ça, c'est parce que ça a une influence considérable sur le réel. Là, vous avez vu donc des voitures qui roulent toutes seules dans le Minority Report, c'était en 2006, et 15 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, il y a maintenant des voitures qui roulent toutes seules à San Francisco. Là, vous voyez, c'est un taxi qui n'a plus besoin de chauffeur. Et donc, on peut se dire que ce que quelqu'un a imaginé un jour est ensuite apparu dans le réel. On pourrait se donner d'autres exemples. Vous avez sans doute vu des épisodes d'une série qui s'appelle Black Mirror, qui est une série dystopique qui étudie l'impact de la technologie sur nos vies. Et dans Black Mirror, il y a un des épisodes où il y a un couple, un jeune couple qui est très amoureux, et le mari meurt. Et sa femme est absolument dévastée, et donc elle contacte une compagnie qui propose un service où on peut télécharger toutes les données d'une personne, tout ce qu'il a mis sur les réseaux sociaux, tous ses emails, toutes ses photos, et on va introduire ces données dans une sorte d'androïde qui a la même apparence que la personne, et donc on va la faire comme revivre. Donc ce qui est une façon de dépasser la mort. Et bien aujourd'hui, il y a une application qui s'appelle Replica, qui existe en Chine, qui permet de faire la même chose. Alors simplement, il n'y a pas l'android, il n'y a pas le robot, mais vous pouvez uploader toutes les données de quelqu'un, et ensuite vous pouvez continuer à chatter avec lui comme s'il était encore vivant. Donc ce qui est assez terrifiant, on peut le dire. Mais là encore, la science-fiction a inspiré le réel. On pourrait aussi parler de l'intelligence artificielle. Il y avait un film de Steven Spielberg avec Jude Law qui était au début des années 2000 qui l'évoquait déjà. On pourrait parler du film Her de Spike Jonze avec la voix de Scarlett Johansson, sublime, extrêmement sensuelle, qui a réussi à créer un personnage juste avec sa voix, et Joaquin Phoenix. On pourrait parler des smartphones. Bon, on pourrait parler d'énormément d'inventions qui finalement découlent de la science-fiction. Dernier exemple, les chiens robots. Ça, c'est un chien robot qui vient d'un film qui s'appelle Doctor Who en 1979 et qui a inspiré l'armée américaine pour faire des chiens robots qui sont des chiens de combat. Ils ont des mitraillettes sur le dos. Donc là aussi, c'est absolument terrifiant. Et qu'ils envoient dans les zones de conflit qui sont les plus dangereuses. Je sais pas vous, moi, j'aimerais pas me retrouver face à un chien robot avec une mitraillette sur le dos. Mais les histoires, ce ne sont pas simplement des fictions qui sont inventées par des artistes. Ce sont aussi des fictions qui organisent nos vies. Un historien israélien que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Yuval Harari, qui a écrit un livre très connu qui s'appelle Sapiens, dit que les humains ont réussi à prendre le dessus sur toutes les autres espèces parce que c'est la seule espèce qui a réussi à organiser une coopération extrêmement vaste entre des milliers, voire même des millions d'individus. Il a tendance à dire, si vous mettez un humain contre un chimpanzé, le chimpanzé gagne. Mais si vous mettez 10 humains contre 10 chimpanzés, il y a des chances que ce soit les humains qui gagnent parce qu'ils vont commencer à s'organiser. Comment est-ce que les humains s'organisent?
grâce à des fictions, grâce à des histoires communes, grâce à des récits qui, d'une certaine manière, codifient leur vie. Harari dit, plus nous sommes nombreux à adhérer à la même histoire, plus nous sommes nombreux ensuite à adhérer aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes normes. Vous avez là 3 exemples d'histoires collectives. Les grandes religions, qui sont des histoires, qui sont vraiment des récits qui proposent une lecture du monde et qui vont conditionner la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous mangez, la façon dont vous faites l'amour, la relation que vous avez avec la mort. Et si vous vivez dans un récit chrétien, par exemple, il est possible que vous ne viviez pas exactement comme si vous vivez dans un récit musulman. Si vous vivez dans un récit musulman, par exemple, vous ne mangerez pas de porc. Peut-être que vous ne vous habillerez pas de la même façon. Et vous vivrez très différemment de si vous habitez dans un récit où Dieu n'existe pas. De la même façon, les organisations politiques sont des fictions. Là, c'est une photo de la monarchie française. Bon, cette idée que un roi, qu'il existe un roi de droit divin, c'est-à-dire un roi qui a été choisi par Dieu et qui transmet ensuite son pouvoir de façon héréditaire à son fils, c'est une fiction. Ça n'a absolument aucune existence. C'est même assez ridicule, d'une certaine manière, de croire ça. Cette fiction-là, elle a été remplacée par une autre fiction, en France par exemple, au moment de la Révolution française, qui veut que nous choisissions notre leader. En France, c'est toujours un peu un roi, mais qu'on le choisisse en votant plutôt que en laissant Dieu le choisir pour nous. Et il ne peut être président que pendant un laps de temps défini, et ensuite il doit céder sa place pour que quelqu'un d'autre puisse être élu. Ça aussi, c'est une fiction. C'est quelque chose que les humains ont décrété ensemble, et si nous adhérons tous à cette fiction, nous pouvons vivre ensemble. C'est exactement comme quand on joue à un jeu, par exemple. Si vous voulez jouer au football, il faut que vous adhériez à la fiction qui veut que, quand vous envoyez le ballon au fond des cages, vous avez marqué un point. C'est une fiction. Ça n'existe que dans notre tête. Mais il faut que nous soyons d'accord avec cette fiction pour pouvoir jouer ensemble au football. De la même façon, pour utiliser de l'argent, l'argent est sans doute une des fictions qui a le mieux fonctionné sur cette planète. Il faut que tout le monde s'accorde pour que un billet ait une certaine valeur, ou pour qu'une ligne informatique sur un téléphone ait une certaine valeur, et qu'on puisse l'échanger contre de la nourriture, contre des vêtements. Mais ça, c'est une fiction. Si vous allez au fin fond de l'Amazonie rencontrer des peuples indigènes qui n'utilisent pas l'argent, vous ne pourrez pas leur acheter quelque chose avec un billet, par exemple, parce qu'ils ne vivent pas dans la même fiction que vous. Aujourd'hui, pourquoi je vous dis tout ça ? Nous vivons dans une fiction, dans un récit collectif qui a un impact sur le monde physique, sur le monde réel, sur la biosphère. Le récit dans lequel nous vivons est finalement celui qui a gagné la bataille des récits au XXe siècle. Plusieurs récits se sont affrontés, notamment militairement, le fascisme, le socialisme, le communisme, le capitalisme. Et ils se sont non seulement affrontés sur le terrain militaire, mais ils se sont aussi affrontés culturellement. Les nazis, par exemple, ont énormément utilisé le cinéma pour promouvoir leur vision du monde, leur fiction du monde. Entre 1933 et 1945, ils ont produit plus de 1200 films, qui étaient la plupart du temps des films qui stigmatisaient les juifs, qui stigmatisaient les populations qu'ils allaient envahir, par exemple les Polonais. Ils ont fait plusieurs films où les Polonais étaient des gens vraiment détestables, qui maltraitaient les Allemands, qui les torturaient. Et ces films étaient destinés à ce que la population allemande haïsse les Polonais, et donc qu'ils acceptent plus facilement que l'armée allemande puisse avoir le même comportement avec les Polonais. Un des films les plus abjects et les plus connus de cette période, qui a eu le plus de succès, s'appelle Le Juif Sus.
C'est l'histoire d'un juif à la cour en Allemagne au XVIIIe siècle, qui est un intrigant qui va rentrer à la cour de façon très sournoise, en trafiquant, en volant de l'argent, il va violer des femmes, enfin c'est vraiment un personnage qu'on déteste finalement. Et qui va finir par être banni de la cour et qui va justifier qu'un décret soit voté dans tout le pays pour bannir les juifs. Cette fiction-là, qui se passe au XVIIIe siècle, elle avait évidemment pour objectif de pousser ce récit, de pousser cette fiction qui voulait que les juifs étaient des êtres malfaisants, inférieurs, et donc pour faire grandir dans la population allemande de l'époque la haine des juifs. Et ça a marché. Ce film, Le Juif sus, a fait plus de 20 millions d'entrées en Allemagne et plus d'1 million d'entrées dans la France occupée. En 1943 seulement, les cinémas allemands ont enregistré plus d'1 milliard d'entrées payantes. Pour vous donner un ordre de comparaison, en France, les bonnes années, et on est vraiment un des pays au monde où les gens vont le plus au cinéma, les bonnes années ont fait 200 millions d'entrées. Donc 5 fois moins. Donc c'est pour dire que le cinéma a été une arme considérable utilisée par les nazis. Au sortir de la guerre, donc fort heureusement pour nous, les nazis et les fascistes ont perdu. Enfin, ils ont perdu à l'époque, ils sont en train de revenir maintenant, mais à l'époque ils ont perdu. Et 2 blocs sont restés, 2 grands récits du monde, 2 grandes fictions, le capitalisme et le communisme. Et les Américains ont décidé d'utiliser le cinéma comme arme contre le communisme. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris ? Ils ont négocié avec les Européens, en échange des milliards qu'ils allaient investir pour reconstruire l'Europe, ils ont négocié de disposer de 60% des droits de diffusion dans les cinémas européens. Donc si vous viviez en Europe après la guerre, 60% des films qu'on vous proposait étaient des films américains. Et grâce à cette influence, ils ont petit à petit répandu leur vision du monde, l'American Way of Life, un peu partout. La personne qui a négocié cet accord, qui s'appelait Eric Johnson, a justifié cette dépense auprès du Congrès américain en disant « Le cinéma est et doit être une arme contre le communisme ». Et ça a marché. Ça a même très bien marché. Et pour l'illustrer, on peut parler d'un sondage qui a été fait en 1945 et qui demandait aux Français qui, selon vous, a été déterminant pour gagner la guerre. À l'époque, en 1945, 57% des personnes interrogées ont répondu l'URSS, puisque c'est l'URSS qui avait engagé le plus de soldats, qui avait eu le plus de morts, qui avait fait subir le plus de défaites à l'Allemagne nazie. Et 20% des personnes interrogées répondaient les Américains. En 2015, le même institut de sondage a posé la même question aux Français, mais aussi aux Allemands, mais aussi aux Anglais. Les Français et les Allemands ont répondu à presque 60% les Américains. La proportion s'était totalement inversée. Pourquoi est-ce qu'elle s'était inversée ? Parce que dans l'entre-deux, pendant ces 70 ans, plus de 200 films avaient été produits par les Américains pour raconter leur rôle déterminant dans la libération de la France. Parmi ces films, on peut citer donc Il faut sauver le soldat Ryan, Le jour le plus long, ou Inglourious Bastard de Quentin Tarantino, où là, lui, il a carrément changé l'histoire, puisqu'il tue Hitler à la fin dans un cinéma. Quand on a posé la même question aux Britanniques, ils ont dit les Britanniques. Bon, c'est normal, ce sont des Anglais, on ne peut pas leur en vouloir. Je vais vous montrer un extrait Il faut sauver le soldat Ryan. Donc désolé, c'est une version française. De toute façon, il n'y a quasiment aucun mot dans cet extrait. Un extrait qui est assez dur, qui est la scène d'ouverture où les Américains débarquent sur le continent. Et vous allez voir, il est assez difficile de ne pas se sentir en empathie
avec ces jeunes hommes qui sont effectivement venus donner leur vie ou risquer leur vie pour libérer le continent. Et on peut se dire que si on montre l'histoire juste sous cet angle-là et qu'on oublie tout le reste, effectivement, on comprend pourquoi les Français et les Allemands ont changé d'avis 70 ans plus tard. On se retrouve sur la place. Je vais renoncer aux vidéos, je crois. Ce récit-là, qui a eu énormément d'impact donc pendant toutes ces années, il a fini par s'imposer. Le mur de Berlin s'est effondré, l'URSS aussi. Et aujourd'hui, on peut dire que le monde vit de façon générale dans une fiction capitaliste, consumériste, qui considère que le monde vivant, la nature, doit être ou peut être exploité pour faire de la croissance économique, pour créer des richesses. Et les tenants de ce récit se sont ingéniés à nous dire que finalement c'était le seul récit possible. Vous avez là une phrase très célèbre de Margaret Thatcher, la première ministre anglaise dans les années 80, qui dit « There is no alternative ». On a tout essayé, on a essayé tous les systèmes, et en fait ce système est le moins mauvais des systèmes, donc il n'y a que celui-là qu'on peut garder. Le problème, c'est que ce récit-là, cette fiction dans laquelle nous vivons, qui est une fiction, c'est-à-dire l'idée qu'il faut absolument avoir de la croissance économique, c'est une fiction. Ça n'a rien à voir avec un phénomène naturel, c'est pas la photosynthèse. Cette fiction, elle a un impact sur le monde réel, comme je vous le disais tout à l'heure. Le premier impact qu'il a, c'est que le climat se réchauffe. À force d'utiliser des énergies fossiles, bon, ce micro marche pas, hein, c'est officiel. Mais parce qu'il entend. Il entend dedans. Ok. À force d'utiliser des énergies fossiles pour faire tourner nos sociétés, donc du pétrole, du charbon, du bois, nous avons réchauffé le climat au point de mettre en danger la vie à la fois des êtres humains, mais de nombreuses espèces sur cette planète. Là, ce que vous voyez, ce sont les trajectoires possibles du réchauffement en moyenne sur notre planète. La ligne bleu foncé, qui est la ligne, le scénario idéal, voudrait que nous restions en dessous de 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. En réalité, je lisais hier un article dans le Washington Post qui parlait d'une étude qui semblerait dire que nous allons dépasser les 1,5 degrés dans 2 ans. Le scénario bleu clair, c'est si tous les États
respectent les engagements qu'ils ont pris dans les COP. Les fameuses COP comme celles que vous allez avoir au Brésil, à Belém, cet automne. Même si tous les États respectent leurs engagements, on finirait le siècle à plus 2,7 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire, plus 2,7 degrés en moyenne? Ça veut dire que 2 milliards de personnes sur cette planète seront soumises à des chaleurs extrêmes et potentiellement mortelles. Si les pays font comme ils le font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils respectent un peu certains engagements et d'autres pas du tout, on finirait plutôt le siècle autour de plus 3,2. Plus 3,2, ça veut dire que la moitié de l'humanité se retrouvera sur des territoires devenus inhabitables. Donc sera obligé de migrer ou potentiellement de mourir. Si nous perdons le contrôle, et les climatologues ne savent pas exactement quand et comment nous pourrions perdre le contrôle, en fait ils disent que si on dépasse 1,5 degré, et pire si on dépasse 2 degrés, ce qui devrait arriver d'ici 2040, nous rentrons dans une zone d'incertitude profonde. C'est-à-dire que nous ne savons pas comment le système climat va continuer à réagir. Il est possible que nous passions des points de bascule qui fassent que le phénomène s'accélère et que nous perdions le contrôle. Auquel cas, on arriverait à plus 5 degrés. Et là, honnêtement, je ne sais pas exactement comment on pourrait faire pour survivre. Ça, c'est un de nos problèmes. Le deuxième problème qu'on a, c'est l'extinction des espèces. Que les espèces disparaissent de plus en plus vite. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, mais depuis 1970, 73% des populations d'animaux vertébrés sur la planète ont été éradiquées par les humains. Depuis 30 ans, 75% des insectes volants ont disparu en Europe et 30% des oiseaux. Ça va à une vitesse absolument affolante. Si ça continue à aller aussi vite, ce que les scientifiques craignent, c'est que nous parvenions là aussi à une sorte de point de bascule qu'ils appellent une extinction de masse. Une extinction de masse, c'est quand 75% de la vie sur Terre disparaît brutalement. La dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a 65 millions d'années, quand les dinosaures ont disparu. À l'époque, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'un astéroïde s'est écrasé sur notre planète et a provoqué le changement climatique. Aujourd'hui, l'astéroïde, c'est nous. C'est nous qui faisons disparaître ces espèces, essentiellement en détruisant leurs habitats, donc en rasant des forêts, en détruisant des zones humides, en artificialisant les sols. On le fait à la fois quand on étend les villes, quand on construit des routes, quand on construit des centres commerciaux, quand on fait de l'agriculture intensive. Ça, c'est notre deuxième problème. En réalité, les scientifiques du Stockholm Resilience Center, avec un climatologue très connu qui s'appelle Johan Rockström, a fait un modèle qui montre qu'il existe 9 limites que les humains ne doivent pas dépasser si on veut que cette planète reste habitable. Le climat en est une, la biodiversité en est une autre. On en a déjà dépassé 6 sur 9 et on est en train de dépasser la 7e. Donc, on est véritablement au bout d'un modèle. Le récit dans lequel nous vivons est en train de nous entraîner vers l'abîme, vers le gouffre. Donc nous avons urgemment besoin de changer de récit, de construire un autre récit collectif. Et ce n'est pas simplement une histoire de personnes, parce que quand on parle d'écologie, souvent, on croit qu'on va résoudre le problème avec des petits gestes. Si chacun d'entre nous fait un effort, mange moins de viande, prend son vélo, recycle ses bouteilles, ça va aller, on va résoudre le problème. En réalité, ce n'est pas le cas. J'ai un ami qui disait, si vous faites jouer au Monopoly Gandhi, Martin Luther King et Mère Teresa, à la fin, il se passera la même chose que si vous faites jouer Jeff Bezos, Elon Musk et Donald Trump, par exemple. Il y en aura un qui aura ruiné les autres. Parce que ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de jeu. Et aujourd'hui, nous avons besoin de changer de jeu. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est en train de demander à des gens d'arrêter, enfin, en fait, on demande à des gens qui sont en train de jouer au Monopoly
de jouer en même temps à un autre jeu. Mais c'est pas possible, on est en train de jouer au Monopoly. Donc je peux pas jouer à un jeu coopératif où on répartirait les richesses entre tout le monde, puisque le jeu c'est de gagner le plus d'argent possible et de ruiner les autres. C'est ça le jeu. Donc la question est, quel est le nouveau récit, ou quels sont les nouveaux récits qui nous permettraient de construire un monde soutenable? Et en quoi, puisque nous sommes dans un cinéma, en quoi le cinéma pourrait nous aider? Or, pour le moment, le cinéma ne nous aide pas beaucoup. Parce que la plupart du temps, quand des films essayent d'imaginer l'avenir, ça ressemble un peu à ça. Ce sont toujours des films extrêmement apocalyptiques, où les humains sont éradiqués par je ne sais quelle puissance extérieure. Et la question que je me pose depuis très longtemps, c'est comment est-ce qu'on pourrait entraîner des millions de personnes pour construire un monde différent si on n'est même pas capable de l'imaginer? Est-ce que je peux passer des extraits ou est-ce que ça marche pas? Juste pour savoir. Le son marche pas, ok. Alors, je ne passe pas des extraits. Donc ça, c'était une scène d'un film qui s'appelle Demain, à Manien, que vous pourrez voir demain avec Rob Hopkins. Et donc, vous avez qu'à revenir demain, comme ça, vous verrez cette scène. Ça, c'est une bande-annonce. Alors, ne mets pas le son, hein, on va juste laisser dérouler les images. C'est la bande-annonce. Non mais... Gone into them. They're all worked up today. We've found something extraordinary. Extraordinary and disturbing, that is. You recall what you said about how polar melting might disrupt the North Atlantic current? Yes. Well, I think it's happening. Folks, we've hit some unusual turbulence that'll lead to a cloud layer that's abnormally high. You all right? Please remain. He's afraid of flying. The government has to start making long-term preparations now. Jack, all you have is a theory. It's been raining like this for 3 days now. Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late. I'm afraid that time has come and gone, my friend. What can we do? Save as many as you can. It's just going to get worse. What should we do? I will come for you. Do you understand me? Donc ça, c'est un des premiers films qui a parlé du changement climatique. Donc il s'appelle Le jour d'après, The Day After Tomorrow. Where will you be the day after tomorrow? Qu'est-ce que vous ressentez? Donc vous avez vu une bande-annonce à moitié dans la pénombre et avec le son qui coupe, mais malgré tout, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce genre de film? De la peur, du découragement, désespérance, l'impuissance, l'angoisse? Ah, et alors ça c'est un bon tempérament, c'est quelqu'un qui se dit au moins moi je suis pas dans ce film. Ça, déjà dans ma vie ça se passe beaucoup mieux que pour eux. Pas mal, ça dénote d'un certain optimisme. Mais bon, vous voyez que ces films-là nous donnent pas beaucoup d'énergie pour construire un autre futur quand même. C'est-à-dire que dans le film d'ailleurs, dans la bande-annonce, à un moment le scientifique dit tu sais ce qu'on craignait qui se passe, c'est en train de se passer. Le personnage de Dennis Quaid lui dit qu'est-ce qu'on peut faire, et l'autre il lui dit en gros rien, c'est déjà trop tard quoi. Donc super, c'est déjà trop tard, on n'a plus qu'à aller se coucher ou aller se pendre. Et d'une certaine manière,
pour moi, ces récits qui sont des récits dystopiques et qui sont un procédé dramaturgique assez commun, quoi. C'est-à-dire qu'on va chercher des affects qui sont beaucoup la peur, la colère. Il crée quelque chose de problématique parce que c'est comme si ça créait une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on finit par s'habituer à l'idée que le futur, ça va être comme ça. Alors là, ouais, d'accord. Sauf que c'est pas obligé. Et qu'on pourrait proposer d'autres représentations. Il y a un auteur de science-fiction français qui s'appelle Alain Damasio qui dit les fictions, c'est une façon de pré-scénariser des comportements. L'idée, c'est que plus vous voyez des gens avoir un certain comportement dans les fictions, plus ensuite vous serez tenté d'avoir les mêmes comportements dans la vie. Parce que vous allez vous identifier à des personnages qui vont construire une sorte de référence culturelle pour vous. Un exemple de ça, c'est une série qui s'appelle 24, en France c'était 24 heures chrono, qui était une série d'agents secrets avec Jack Bauer de la CTU qui devait sauver le monde à peu près à chaque épisode. Et dans les 2 premières saisons de cette série, donc qui a commencé à être diffusée en 2001 aux États-Unis, le président était noir. Et là non plus, c'était pas, enfin ils en faisaient pas toute une histoire, simplement le président était noir, et il se trouve qu'en plus c'était un personnage vraiment super. C'est-à-dire que c'était un président extrêmement honnête, extrêmement droit, très courageux. Et donc pendant plus de 2 ans, 75 millions d'Américains qui regardaient chaque semaine cette série se sont habitués à l'idée que le président pouvait être noir. Tout simplement parce qu'ils étaient face à une représentation comme celle-là. En 2008, il se trouve qu'un candidat s'est présenté et était effectivement noir. Et donc, beaucoup d'observateurs, notamment l'acteur qui incarnait David Palmer, ne démordaient pas de l'idée que cette série avait joué un rôle considérable dans l'élection de Barack Obama, puisqu'elle avait poussé cette représentation du monde. Si on se pose la question sur le plan écologique, à quoi ressemblerait un monde plus écolo? Qu'est-ce que ça serait? Comment est-ce que les gens vivraient? Comment ils s'habilleraient? Comment est-ce qu'ils se déplaceraient? À quoi ressembleraient nos villes? Un certain nombre de réalisateurs et de réalisatrices ont commencé à essayer de l'imaginer un petit peu, notamment une réalisatrice française qui s'appelle Colline Serrault, avec un film qui est sorti en 1995 qui s'appelait La Belle Verte, qui au Brésil s'appelait le touriste spatial ou un truc comme ça. Enfin, je me souviens plus exactement du nom, mais il est sorti ici. Et d'autres réalisateurs et réalisatrices, j'hésite un peu à lancer cet extrait, mais ont aussi proposé des récits qui commencent à poser un petit peu quelques pierres de représentation nouvelles. Je vous propose qu'on essaye d'en regarder un que vous connaissez, que vous allez reconnaître tout de suite. Ah, il se lance pas. Thomas. Ok. Quelqu'un peut le lancer? Non. Pas trop. Ok. Bon, alors, c'était Avatar, c'est pas grave. Si vous avez vu Avatar, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une façon de rejouer l'histoire des cow-boys et des Indiens, quoi. C'est-à-dire que c'est des Occidentaux qui arrivent sur cette planète et qui finalement sont intéressés principalement par aller chercher les minerais dans le sous-sol et qui pour ça sont prêts à tout détruire. Et il se trouve qu'il y a un des personnages occidentaux qui se retrouve à vivre, à être obligé de vivre avec cette peuplade. C'est un peu l'histoire de Danse avec les loups aussi, de Kevin Costner. Et va regarder le monde à travers leurs yeux. Et le personnage féminin qu'il va rencontrer va lui dire « Mais t'es comme un enfant, en fait. T'es stupide, tu comprends rien. Et je peux pas t'apprendre à voir. Et je ne peux pas t'apprendre à voir quoi? À voir qu'en fait, tu es relié avec tout le reste du monde vivant. Et que si tu détruis ce monde vivant, en fait, tu te détruis toi-même. » C'est vraiment le message d'Avatar. Et qui est mis en scène de façon très à l'américaine, blockbuster, on va tout casser, tout ça. Mais qui en même temps est assez touchant parce que quand on voit, je ne sais pas si vous vous souvenez dans ce film, les Américains détruire cet arbre sublime, immense, qui est vraiment l'arbre de la connaissance, qui est un peu comme la mère de toute cette tribu, c'est absolument déchirant. Et donc, James Cameron a d'une certaine façon réussi à personnaliser la nature
dans cet arbre et à nous faire comprendre d'une certaine manière que nous étions totalement reliés au monde vivant. Un autre exemple que je voulais vous montrer, mais que c'est pas grave, s'appelle Captain Fantastic. Voilà, bon, j'en parle pas parce que je peux pas montrer, ça ne sert à rien. Mais si vous avez l'occasion de voir ce film, il est vraiment super. La question c'est, est-ce que ces représentations ont vraiment un impact dans la vie réelle, tout comme les représentations dont je vous ai parlé tout à l'heure, des films nazis, des films américains sur la guerre, ont eu un impact. J'ai un exemple, qui est un exemple de première main, que je connais particulièrement bien, puisque c'est le film qu'on a réalisé avec Mélanie Laurent, donc que vous pouvez voir demain ici, à 18h45, qui s'appelle donc Demain. Ce film, qui est un documentaire au départ, qui est supposé être quelque chose qui ne va pas beaucoup intéresser les gens. Moi, je me souviens quand j'étais dans la salle de montage, je me disais mais qui va aller voir ce film? Parce que ça parle de changement climatique, d'énergie renouvelable, de monnaie complémentaire, de démocratie, enfin que des trucs hyper chiants. Contre toute attente, ce film a rencontré un public parce que pour la première fois, nous avons changé le point de vue. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de la catastrophe, au lieu de parler de ce qui ne va pas, on a essayé de parler des solutions. Et on a essayé de raconter, comme je vous le disais tout à l'heure, à quoi le monde pourrait ressembler si on mettait bout à bout les meilleures solutions qu'on connaît déjà. Le film a eu beaucoup de succès. Il a fait plus de 1 200 000 entrées en France. Il a gagné un César. Et du coup, il est sorti dans de nombreux pays. Il est sorti dans plus de 30 pays. Ça, c'est le succès public, mais ce qui était plus remarquable encore, c'est qu'il a déclenché des milliers et des milliers d'actions. 10 ans plus tard, il ne se passe pas une semaine, ça m'est encore arrivé hier, au Brésil, sans que quelqu'un vienne me voir pour me dire que Demain a eu un impact sur sa vie. Hier, par exemple, on était à l'école internationale du cinéma, et il y avait un acteur et producteur qui est brésilien, mais qui avait vécu en France dans sa jeunesse avec ses parents, qui m'a dit, en fait, mes parents ont créé une école de la soutenabilité à Bahia après avoir vu Demain. Et quand les gens rentrent dans cette école, la première chose qu'on fait, c'est on leur montre Demain. Bon, c'était quand même improbable que je vive une situation pareille à São Paulo hier. Et ben ça m'arrive tous les jours, à tel point que, enfin toutes les semaines on va dire, à tel point que quand le film est sorti, on a ouvert une section sur le site internet pour que les gens nous racontent ce qu'ils ont fait. Et donc c'était, je suis lycéen, j'ai choisi mes études en fonction du film dans le domaine de l'écologie, ou j'étais étudiant, j'ai choisi mon métier pour ça, ou j'ai changé de métier, ou j'ai créé une entreprise. Et il y a même eu des exemples qui étaient beaucoup plus vastes, notamment l'exemple de la ville de Paris. La maire de Paris, Anne Hidalgo, en voyant une séquence de Demain qui se passe à Copenhague, s'est dit mais en fait on pourrait faire la même chose à Paris. Et elle l'a raconté dans un documentaire que j'ai fait en 2018 qui s'appelle Après Demain, où on cherchait justement à évaluer l'impact du film. Et donc elle disait bah oui, en fait c'est en voyant Demain, en voyant Copenhague que j'ai mis en place toute une politique pour construire des pistes cyclables et pour que les gens fassent plus de vélo à Paris. Ça a incroyablement bien marché pour plein de raisons, notamment l'épidémie de Covid a beaucoup aidé, mais ça a beaucoup aidé parce qu'il y avait déjà des infrastructures qui avaient été construites. Et 10 ans après, à Paris, le nombre de cyclistes a augmenté de 270%, le nombre de voitures a diminué de 40%, et la pollution de l'air a baissé de 40%. Et ça, c'est directement la conséquence d'une histoire. Autre exemple, dans le film, si vous le voyez demain, on a été filmé dans une usine dans le nord de la France qui fabrique des enveloppes. Et le créateur de cette usine a inventé un concept qu'il a appelé l'écolonomie. L'idée, c'est que plus il fait de l'écologie, plus ça lui fait faire de l'économie, plus il économise de l'argent. Donc ils ont fait un nombre de trucs, ils ont eu des idées par exemple très amusantes et très efficaces. Ils avaient des machines dans l'usine qui aspirent la poussière de papier. Parce que comme ils fabriquent des enveloppes, il y a plein de poussière de papier et ça irrite les poumons, les voies respiratoires des ouvriers qui sont là.
Et ils se sont rendus compte que ces machines qui aspirent donc les poussières de papier, en fonctionnant, elles produisent de la chaleur. Et donc ils se sont dit, bah tiens, et si on déplaçait toutes ces machines, qu'on les mettait dans une pièce et qu'on récupérait la chaleur des machines. Et en faisant ça, ça leur a permis de se débarrasser de leur chaudière à pétrole. Et ils ne se chauffent plus qu'avec ça, et avec une chaudière à bois dans laquelle ils mettent les déchets de leurs palettes qu'ils utilisent pour transporter les enveloppes. Et ils ont fait ça pour tout. Ils ont travaillé pendant 1 an pour changer les encres qu'ils utilisaient, qui étaient des encres chimiques, et qui sont devenues des encres complètement végétaux, donc qui ne polluent pas. Ils ont mis en place un système pour récupérer l'eau de pluie sur le toit, donc ils utilisent cette eau pour laver leurs outils et pour leurs toilettes. Et ensuite, cette eau va dans une bambouseraie, donc un endroit où il y a de la phytoépuration, donc là, c'est les plantes qui nettoient l'eau. Et ensuite, ça revient dans l'usine. Donc ils utilisent infiniment moins d'eau. Bon, et ainsi de suite. Les gens qui ont vu le film ont été tellement frappés par cet exemple que, après le film, des milliers de personnes ont commencé à venir visiter l'usine. À tel point qu'ils ont été obligés d'organiser des tours. Donc aujourd'hui, tous les mercredis, il y a des tours pour visiter l'usine et apprendre ce que c'est que l'économie. Et rien que l'an dernier, donc c'est 10 ans plus tard, hein, l'an dernier, il y a eu encore 5000 personnes qui ont visité l'usine. Donc des professionnels. C'est à côté de l'île, c'est au milieu de la campagne, c'est nul. Hein. Enfin, je veux dire, tu vas pas voir cette usine comme ça pour te balader, quoi. Il faut vraiment avoir envie de transformer ta propre usine. Et l'entreprise, Pocheco, qui gère cette usine, a décidé de créer un cabinet de conseil pour accompagner justement toutes les autres usines qui voudraient se transformer. Aujourd'hui, ils accompagnent plus de 500 usines en France, 500 sites industriels, pour faire de l'économie. Ça aussi, c'est la conséquence d'une histoire. En quoi est-ce que toutes ces histoires pourraient participer à une sorte de point de bascule? C'est-à-dire, à quel moment on peut imaginer, puisqu'on a quand même toutes les raisons d'être un peu déprimé en ce moment, par la façon dont les choses se passent, quand est-ce que cette bascule pourrait s'opérer? En fait, si on regarde l'histoire et qu'on regarde les moments où il y a eu des vrais changements de paradigme, c'est-à-dire que le récit, comme je vous le disais tout à l'heure, le récit collectif a changé profondément. Par exemple, quand on a aboli l'esclavage. Un monde où il y a l'esclavage et un monde où il n'y a plus l'esclavage, c'est vraiment des récits très différents. Quand la monarchie a été abolie, quand il y a eu les droits de vote des femmes, quand il y a eu la fin de la ségrégation, la fin du colonialisme. À chaque fois, il y a 3 éléments qui rentrent en conjonction. D'abord, des récits nouveaux, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'imaginer le monde autrement que comme il est. Typiquement, Martin Luther King, quand il fait son fameux discours « I had a dream », c'est une histoire, c'est une fiction, c'est un récit. Il se projette dans un monde où ses petits-enfants auraient les mêmes droits que les personnes blanches. Et elles ne seraient pas jugées à la couleur de leur peau, mais à la teneur de leur caractère. Parallèlement, et donc ces nouveaux récits, ils peuvent venir à la fois de fiction, comme on l'a vu depuis 1 heure, ils peuvent venir de discours politiques, comme je viens de vous le dire, mais ils peuvent aussi venir de gens qui se mettent à inventer des nouvelles façons de vivre. Par exemple, dans Demain, on a été voir des gens qui inventent des nouveaux récits de l'agriculture, des nouveaux récits de l'économie, des nouveaux récits de la démocratie, de l'éducation. Bon. Donc ça, c'est d'une certaine manière le nouveau monde qui pousse. Parallèlement à ça, il y a à chaque fois des rapports de force. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se battent pour que ceux qui sont au pouvoir lâchent le pouvoir. Je vous ai donné l'exemple de la Révolution française tout à l'heure. Louis XVI, il n'était pas particulièrement d'accord avec l'idée qu'on fasse une république. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit, tiens, venez, coupez-moi la tête et puis organisez des élections. Il a plutôt envoyé ses soldats. De la même façon, aujourd'hui, les patrons des grandes multinationales du pétrole, par exemple Petrobras, chez vous, qui finance énormément d'événements, notamment Rio Toussi, ces gens-là, ils ne veulent pas que ça change. Ils n'ont pas envie qu'on arrête d'utiliser du pétrole. Et d'ailleurs, depuis les années 70, ils ont organisé une sorte de contre-offensive pour semer le doute sur la réalité du changement climatique. Ils ont dépensé des milliards pour faire croire d'abord que le changement climatique n'existait pas, puis, quand c'était plus possible,
pour dire oui, ça existe, mais c'est peut-être pas la faute des humains. C'est-à-dire que ça a toujours changé, il y a eu des réchauffements, des refroidissements, c'est des cycles, mais les humains n'ont rien à voir là-dedans. Et puis aujourd'hui, bon, il y en a qui continuent à dire ça, mais il y en a aussi qui disent oui, ça change, mais nous allons devenir les champions des énergies renouvelables. C'est nous qui allons faire la transition. C'est valable aussi pour une société qui s'appelle Total en France. Je suis sorti de l'avion, j'avais une énorme pub Total devant moi, j'étais ravi. Et Total, en gros, dit ça. Sauf que si on regarde la réalité, Total investit toujours à 70% dans les énergies fossiles. Total continue à construire des pipelines, notamment en Ouganda, alors que l'Agence internationale de l'énergie a dit qu'il faudrait qu'il n'y ait plus une seule infrastructure fossile nouvelle si on veut rester en dessous des 1,5 degrés. Donc, globalement, en fait, ils veulent continuer à vendre du pétrole jusqu'au dernier moment. Et les gouvernements, malheureusement, sont très complices de ça. C'est-à-dire que l'essentiel des décisions que les gouvernements prennent sont orientées par les 10% les plus riches de l'élite économique. Et les plus riches, c'est très souvent les gens des énergies fossiles, les gens de la high-tech et tout ça. Donc, il faut des rapports de force. Il faut faire en sorte que ces gens lâchent le pouvoir. Là, je vous ai mis un exemple, c'est une image des suffragettes qui, pendant la Première Guerre mondiale, enfin juste avant la Première Guerre mondiale, ont organisé des rapports de force assez solides, quoi. C'est-à-dire qu'elles mettaient feu à des boîtes aux lettres dans la rue, elles cassaient des vitrines, elles ont même mis une bombe dans la résidence d'été du Premier ministre quand il n'était pas là, parce qu'elles considéraient qu'elles avaient demandé gentiment pendant très longtemps et que ça n'avait pas marché, et donc il fallait peut-être faire quelque chose d'un peu plus musclé. Le troisième élément, ce sont les circonstances historiques, qui souvent arrivent comme une sorte de catalyseur qui accélère les deux premiers éléments. Donc si on reprend le droit de vote des femmes, il y a à la fois eu des gens qui ont imaginé un monde dans lequel les femmes et les hommes auraient pu avoir les mêmes droits, un nouveau récit, à la fois eu des rapports de force, les suffragettes, dont je viens de vous parler, et l'élément qui a accéléré tout ça, c'est la Première Guerre mondiale, où près de 2 millions d'Anglais sont partis se battre. Beaucoup ne sont pas revenus, et énormément de femmes ont pris la place des hommes dans tout un tas de secteurs de la société. Et donc quand, à la sortie de la Première Guerre mondiale, l'Angleterre a transformé son modèle de vote, fait une réforme et instauré le suffrage universel, c'était un peu compliqué de dire aux femmes vous êtes des citoyennes de seconde zone, puisqu'elles avaient montré exactement le contraire pendant 4 ans. Donc l'Angleterre a donné le droit de vote aux femmes de plus de 29 ans, et puis 10 ans plus tard à toutes les femmes de plus de 18 ans. Aujourd'hui, on est à peu près dans cette situation-là. Il y a des récits nouveaux qui émergent, notamment des récits que vous verrez dans Demain, ou que vous verrez dans Animal si vous le regardez après. Il y a des rapports de force qui s'engagent, mais qui sont pour l'instant trop faibles. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir plus de nouveaux récits. On aurait besoin... Si, par exemple, les Américains ont réussi à répandre l'American Way of Life après la guerre, c'est parce qu'il y avait des milliers de films, de séries, de publicités. Si on veut répandre une sorte d'ecological way of life, il faut aujourd'hui des milliers de films, de séries, de livres, de romans, de bandes dessinées qui proposent ces nouveaux imaginaires. Donc là, on a besoin clairement que les cinéastes, les écrivains et les écrivaines se mettent au travail. Mais on a aussi besoin que les gens engagent des rapports de force beaucoup plus puissants pour arriver à faire en sorte que les banques, les gouvernements, les grandes multinationales lâchent le pouvoir. Et on va avoir une circonstance historique qui va accélérer tout ça, qui est le changement climatique. Plus les conséquences du changement climatique vont être graves, plus des gens vont être tentés de se rebeller, parce qu'elles vont les subir, et plus des gens vont être tentés de trouver des nouvelles façons de vivre, puisque malheureusement le changement climatique c'est irréversible, donc il va falloir qu'on s'adapte à tout ça. Quand est-ce que la conjonction entre ces trois éléments va se produire? Je suis incapable de le dire, je pense que vous aussi, mais d'ici là, ce qui compte, c'est que chacune et chacun d'entre nous s'engage dans ce processus. Et donc la question avec laquelle j'ai envie de vous laisser, c'est comment est-ce que vous allez participer, vous, à construire ces récits nouveaux dans votre vie ou dans vos œuvres, si vous créez? Comment est-ce que vous allez vous engager dans ces rapports de force pour construire un monde dans lequel vous et moi, on pourra continuer à habiter d'ici 20 ou 30 ans? Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Alors, merci beaucoup, Cyril, pour votre masterclass inspiratrice. Agora a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem questões, ali tem uma questão. A gente vai acender a luz em algum momento. Fala seu nome no microfone, por favor. E a pergunta? Boa tarde, meu nome é Thiago. Então, obrigado pela aula e é um alívio a gente encontrar uma abordagem sobre esse tema vindo de um ponto de vista de cultura. Frequentemente esses argumentos são apresentados com lógica e a gente sabe que isso não alcança, nem sempre alcança. Eu acho que nos exemplos que você deu é claro que tipicamente a direita já sabe que através da narrativa e das histórias consegue convencer. Eu acho que às vezes os movimentos de esquerda fazem um pouquinho de falta. Os comentários que eu queria de você é sobre como impedir que a sua história, que a sua narrativa seja manipulada. Eu não sou religioso, mas a gente vê a Bíblia sendo usada para promover violência, que é totalmente em contrário, bom, pelo menos de grandes partes da mensagem dela. Então, queria saber como é que os seus comentários sobre evitar que a história seja manipulada é diferente daquilo que você gostaria. En fait, ce qui est intéressant par rapport à tout ce qu'on s'est dit des récits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour qu'une démocratie existe, on a besoin qu'on puisse s'entendre sur une interprétation commune du réel. Et ce qui est en danger en ce moment, avec justement les réalités alternatives, les fake news, ce qu'a fait beaucoup Bolsonaro ici, ce que fait Trump, ce qui existe dans beaucoup de pays du monde, c'est que ils sont en train d'essayer de détruire notre capacité à interpréter le monde de façon commune. C'est comme si tout le monde vivait dans sa petite bulle, dans son point de vue du monde maintenant. Et c'est fou à quel point la réalité, enfin les faits, sont devenus illusoires. Enfin, c'est-à-dire que on peut voir Donald Trump arriver à la télévision ou Javier Milei dire n'importe quoi, c'est-à-dire mentir de façon éhontée, et c'est pas grave. C'est comme ça, quoi. Donc je pense que ce dont on a besoin, beaucoup, c'est on a besoin de proposer des récits, ça c'est sûr, très forts, désirables. Mais on a aussi besoin des médias, on a aussi besoin des journalistes, on a besoin de gens qui sont capables de sourcer des faits, de ramener des faits, pour qu'on puisse ensemble, collectivement, s'entendre sur ok, est-ce qu'on est d'accord que le climat se réchauffe? Est-ce qu'on est d'accord qu'on peut regarder des données scientifiques qui nous disent que c'est le cas? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les espèces sont en train de disparaître? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les inégalités sont en train d'augmenter? Et ça, c'est devenu très difficile. Et je pense qu'on n'y arrivera que si on soutient des médias indépendants, qu'on soutient des journalistes qui continuent à faire ce travail qui nous permet d'avoir des données factuelles autour desquelles on peut construire des récits et autour desquelles on peut construire une démocratie. Oui, bonjour. Déjà, merci pour la présentation. C'était une très bonne présentation. J'ai beaucoup appris. Et j'avais une question qui concerne le pouvoir du coup de la personnalisation de la nature. Donc, vous en avez parlé dans Avatar, par exemple, avec le grand arbre détruit. Et en ce moment, en droit de l'environnement, il y a un peu un débat sur est-ce que oui ou non on donnerait une personnalité juridique à tout ce qui est montagne, fleuve, par exemple. Est-ce que vous pensez que ça peut être vraiment utile ou est-ce que vous pensez que c'est pas avec ça qu'on va résoudre le problème actuel, de vraiment prendre en compte la nature de façon générale voilà. Je pense que c'est un élément parmi d'autres qui peut nous aider. D'ailleurs, on avait une séquence dans Animal avec une juriste qui s'appelle Valérie Cabanes, qu'on avait tournée au Costa Rica et où elle parlait de ça, et qu'on n'a pas gardé du coup parce que
quand j'ai montré le film au Festival de Cannes, après la projection, pendant la fête du film, le distributeur et le producteur sont venus me voir pour me dire qu'il fallait que je coupe 15 minutes. J'étais vraiment ravi. Mais donc on a coupé 15 minutes, dont ça. Mais je pense que oui, ça peut nous aider juridiquement, mais ça peut aussi nous aider en termes de récit. C'est-à-dire en termes de cosmogonie, de représentation du monde. À partir du moment où on considère que les forêts, les océans, les montagnes, les animaux et les autres espèces ont le droit d'exister, d'un point de vue philosophique, moral, qu'elles ont autant le droit que nous d'exister, il y a une forme de logique à ce que ça se traduise juridiquement. Et je pense que c'est cette bascule-là de représentation du monde qu'on a besoin de faire. Si vous restez pour Animal juste après, vous allez voir, il y a cette conversation entre les deux jeunes, Bella et Vipulan, et un scientifique au début du film qui dit, mais qui a décidé qu'on avait, nous, le droit de prendre toute la place et qu'on pouvait décimer toutes les autres espèces? C'est nous qui l'avons décidé. Je veux dire, il n'y a pas de droit supérieur des humains, ça n'existe pas. D'une certaine manière, les loups, les baleines, les jaguars, les toucans, les paresseux, les fourmis ont autant le droit d'exister que nous. Donc, ça serait... il y a une expression qui dit on mesure la qualité morale d'une société à la façon dont elle traite ses animaux, ou dont elle traite les animaux. Donc, finalement, donner des droits à toutes ces formes de vie, et ça serait sans doute faire en sorte que nous, les humains, devenions plus évolués, quoi. Enfin, ce serait le signe qu'on est devenu plus évolué. Alors j'ai une question. Vous parlez de créer de récits positifs, mais comment faire ça? Le cinéma, oui, et les médias alternatifs, mais est-ce qu'on va utiliser ça, les médias sociaux, les réseaux sociaux, par exemple? Est-ce qu'on peut utiliser ces réseaux qui sont un autre jeu pour passer cette message? Est-ce qu'on peut jouer un autre jeu d'un Monopoly, si vous voulez? Est-ce que c'est possible? En fait, il va y avoir une période intermédiaire. Honnêtement, aujourd'hui, si on veut avoir une bonne santé mentale, il faudrait arrêter d'utiliser les réseaux sociaux. D'ailleurs, ceux qui le disent, c'est ceux qui les ont inventés. Je ne sais pas si vous avez vu un documentaire sur Netflix qui s'appelle Social Dilemma, où on voit tous les mecs qui ont inventé le like, qui ont inventé les trucs de Facebook, de machin, etc. De Snapchat, le mec qui a inventé Snapchat, qui dit que c'est plus addictif que l'héroïne, et qui disent tous, moi les gars, ce que je vous conseille, c'est barrez-vous, quoi, arrêtez d'utiliser ce truc-là. Voilà. Et en même temps, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que en même temps, comme on est dans un monde où tout s'est structuré autour de ça, c'est comme dire, aujourd'hui, en fait, on n'utilise plus les routes, on n'utilise plus, on est un peu obligé. Mais en fait, il faut trouver le moyen d'utiliser à bon escient ce qui existe pour passer à autre chose, quoi. Et donc, c'est cette période intermédiaire qui est délicate parce que le capitalisme a quand même cette qualité un peu anthropophage qui est d'absorber la critique et d'être assez malléable et de dire mais regardez, en fait, vous voyez bien, on a changé, donc on peut continuer comme avant. Par exemple, c'est Netflix qui passe Social Dilemma. On pourrait se dire c'est marrant parce que vous êtes en train de parler de vous-même là, oui. Mais c'est exactement ce que le capitalisme fait. Les supermarchés, par exemple, qui ont détruit les petits producteurs, maintenant ils vous vendent des trucs de petits producteurs en disant « Hey, regardez, vous pouvez acheter des trucs de petits producteurs. » Mais je croyais que c'était vous qui les aviez tués. Mais pas du tout. Venez chez nous, pas besoin d'aller au marché. Eu vou falar em português. Obrigado pela palestra. Eu queria falar da circulação, da distribuição dos seus filmes para chegar em 30 países. Como que foi essa negociação? Como que, quanto você investiu ou isso foi gratuito, voluntário?
Alors en fait, il y a une donnée qu'il faut que vous ayez, c'est que je suis français et que j'habite dans un pays où nous avons beaucoup d'argent public pour aider le cinéma. Ce qui est quand même une sorte d'exception dans le monde et qui est une chance, une immense chance. Donc là, la raison pour laquelle Demain est sorti dans 30 pays, il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il a fait plus d'1 million d'entrées au cinéma et que donc c'est plus facile pour un vendeur international de dire est-ce que vous voulez prendre ce film qui a fait 1 million d'entrées en France. Et la deuxième raison, c'est qu'il a gagné un César. Et en fait, donc les Césars, c'est comme les Oscars ou les BAFTA ou les Goya, enfin bon, c'est le truc français, quoi. Et chaque année, donc on a une organisation qui s'appelle Unifrance, qui est une organisation dont la mission est d'aider les films français à exister dans les autres pays. Donc Unifrance aide, par exemple, les distributeurs du Brésil, je sais pas, d'Espagne, des États-Unis à sortir les films français. Donc parfois même donne un peu d'argent pour ça. Et chaque année, Unifrance propose en priorité les films qui ont le mieux marché et les films qui ont gagné des prix. Et donc pour Demain, on avait fait beaucoup d'entrées, on avait un prix et on a eu d'autres prix dans d'autres festivals. Donc Unifrance nous a aidés à faire en sorte que le film existe dans tous ces pays-là. Ensuite, là où il y a eu beaucoup de travail, c'est pour accompagner les films. C'est-à-dire que moi, je suis allé dans 22 pays pour accompagner les films, pour à chaque fois faire des journées horribles où je faisais 15 interviews avec 15 médias différents, plus 2 ou 3 projections dans la journée, parce que il y a beaucoup de distributeurs qui ne veulent pas sortir les films si les réalisateurs ou les acteurs ne viennent pas, pour faire un peu de médias, un peu de promo. Parce que sinon... là, vous voyez, au Brésil, personne ne nous connaissait. Enfin, Mélanie peut-être un peu, mais moi, non. C'est un documentaire. Si un distributeur il sort ça comme ça, il n'y a aucune chance que ça marche. Bon, je pense que ça n'a pas hyper bien marché au Brésil, hein, d'ailleurs. Mais bon, si on veut se donner des chances que ça marche un peu mieux, il faut faire des médias, il faut qu'on en parle et tout ça. Donc, je me suis retrouvé à voyager beaucoup pour ça. Et ça, c'est vrai que c'est fatigant. Et ça peut durer longtemps. C'est-à-dire que j'ai fait ça pendant 2 ans pour Demain. Et là, même pour Animal, je suis encore allé... Donc là, vous voyez, je suis au Brésil, là, mais je suis allé l'année dernière au Japon, pour la sortie du film au Japon, parce que le distributeur voulait pas sortir le film si j'y allais pas, quoi. Boa tarde, meu nome é Emerson. Obrigado. Boa tarde. É muito bom te escutar. Eu sou roteirista, então muito bom saber que a construção dessa nossa herança, né, de contação de histórias tem sido utilizada bem. Nós 3 aqui fazemos parte de uma organização que trabalha pelos direitos da natureza também, que entra na parte jurídica, né, o tópico de direitos da natureza é uma saída bem bacana. Mas na verdade eu queria fazer uma pergunta sobre essas histórias, né, que a gente tem contado. Geralmente, quando vão se contar histórias ambientais, né, documentários ou mesmo ficções, geralmente a gente constrói uma narrativa maniqueísta, né, entre um lado que é pró-vida e um lado que é pró-morte. A gente sabe que existe essa realidade das divisões de lados, né, e de opiniões, mas isso impossibilita que o outro lado se identifique e se aproxime dessas pautas. Aí eu queria compreender, na sua experiência, quais estratégias de comunicação mesmo, de narrativas, que você encontrou para conseguir dialogar com todos os lados, sair dessa narrativa maniqueísta para construir uma narrativa mais unificadora, uma vez que a gente precisa que todos os lados estejam em conjunto? É uma dúvida que eu tenho. Obrigado. Très bonne question, et c'est des questions que je me pose tout le temps. Je pense que j'ai utilisé des stratégies différentes pour les différents films que j'ai faits. Parce qu'il y a eu Demain, il y a eu Animal. Il y a aussi une série qui s'appelle Un monde nouveau, qui va sortir d'ailleurs sur Aquarius, je crois, qui est une plateforme chez vous. Et qui est une série en 3 épisodes, qui est sortie sur Arte, qui est une télévision franco-allemande. Et qui a voyagé dans beaucoup de pays aussi. Bon. Je crois que pour Demain, notre stratégie, c'était justement de faire un film très pop. Au vrai sens du terme, c'est un film populaire. Moi, je voulais faire un film qui soit que
que ma grand-mère puisse regarder, que des collègues de bureau qui en ont rien à faire puissent regarder. Et qu'il soit pas un film écolo. Que ça soit quelque chose de... ouais, qu'on ait le plaisir d'aller au cinéma, quoi, pour voir un film qui nous a fait du bien, et on a vraiment cherché à faire un film totalement subjectif. C'est-à-dire que le but, c'était absolument pas de peser le pour et le contre, de montrer les gentils, les méchants. Le but, c'était de raconter une histoire géniale. C'est-à-dire faire un road movie de gens qui, à travers la planète, essaient de construire, de trouver les pièces du puzzle et qui les assemblent pour que ça fasse un monde différent pour le futur. Et on a utilisé des principes de mise en scène. Je racontais ça dans une école de cinéma tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup Wes Anderson, par exemple, et donc on faisait ce qu'on appelait des Wesses. Donc on faisait des petits plans très symétriques, comme ça, avec le personnage au milieu, qui était une référence populaire, hein, assez visible, qui était un petit clin d'œil. On faisait d'autres références qui étaient que pour matérialiser, pour faire le fil rouge un peu de ce road movie, de ce déplacement, on faisait ce qu'on appelait des plans B, c'est-à-dire qu'on faisait comme la couverture de Abbey Road des Beatles quand ils traversent le passage clouté. Et ben on nous voit tous les quatre tout le temps traverser comme ça un passage clouté. Et donc là aussi c'était une référence pop. On a beaucoup utilisé la musique. La mère de mes enfants dit que je fais des films pour mettre de la musique dedans. Et je crois que c'est vrai. C'est juste une excuse de faire des films. Parce que je pense que la musique a aussi ce langage très universel. Et vous verrez, si vous voyez le film demain, il y a des séquences qui sont très clippées. C'est vraiment presque comme des clips qui agissent comme des respirations et qui sont... enfin, je veux dire, c'est délibéré de faire ça. Et je sais que pour certains réalisateurs, c'est une hérésie, enfin surtout de documentaires. J'ai eu cette conversation avec Frédéric Wiseman, donc qui est un documentariste américain, qui est peut-être un des plus grands documentaristes américains encore vivants. Et on a fait une émission de radio, et il me dit mais j'ai entendu parler de ton film, je voudrais le regarder. Je lui dis non, ne le regarde pas parce que de toute façon tu vas te détester, parce que c'est tout l'inverse de son cinéma, c'est le contraire, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de mise en scène, parce que justement on n'est pas dans une espèce de cinéma vérité où on pose la caméra et on laisse les choses. Il y a une dimension cinématographique, mise en scène populaire qui est vraiment assumée, quoi. Pour Animal, on a fait vraiment une autre stratégie qui est de faire en sorte qu'on regarde le monde à travers le voyage de ces enfants, la trajectoire de ces enfants, comme une sorte de voyage initiatique. Et en fait, on s'attache à ces enfants qui sont un peu comme... ça pourrait être nos enfants à nous, nos petits frères, nos petites sœurs, nos amis, si on a leur âge. Et ce qui a été génial dans le processus, c'est que comme c'était des enfants, enfin vous allez voir, ils ont 16 ans, mais ils font très jeunes, les adultes qu'on allait voir, même quand c'était des gens qui étaient un peu des méchants, ben en fait, ils avaient une attitude avec eux qui était très différente de s'ils parlaient avec des adultes. Parce que ils étaient un peu gênés, et donc en fait ils sont rentrés dans des dialogues qui a permis d'exprimer vraiment la complexité. Et si vous regardez Animal, tout à l'heure, vous allez voir, il y a moi ma séquence préférée du film, qui je pense est exactement la réponse à votre question, c'est une séquence qui se passe dans un élevage de lapins, un élevage intensif de lapins. Et pour moi, cette scène raconte exactement ce qu'on a essayé de faire dans le fait de rentrer dans la complexité, dans le dialogue, dans quelque chose qui n'était justement pas manichéen et qui était acceptable par tout le monde. C'est-à-dire que même un agriculteur intensif, c'est acceptable pour lui de voir cette scène. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dire non mais c'est n'importe quoi, c'est un truc d'écolo. Des véganes qui vont regarder cette scène, ils vont se dire ok, c'est acceptable, je comprends, I can relate, quoi. Ben, je pense que c'est ça qu'on a besoin de faire. Et c'est la même chose en fiction. Je vois beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices de fiction qui pensent à la question écologique comme une question morale. Mais en fait, on ne peut pas faire un bon film en partant d'un point de vue moral. On a besoin, encore une fois, de partir du point de vue des personnages. Enfin, vous connaissez cette citation de Renoir qui dit « Chaque personnage a ses raisons ». Et d'une certaine manière, un bon film, c'est quand on est capable de faire en sorte que le spectateur puisse
adopter le point de vue de chacun des personnages et de se dire qu'il a raison, ou en tout cas qu'il a ses raisons de faire ce qu'il fait. Ben, c'est ça qu'on a essayé de faire dans Animal, et je pense que ça contribue justement à sortir les films du ghetto et à ce qu'ils puissent être visibles par des gens qui se sentent loin de ces sujets-là. Alors, merci beaucoup, Cyril. Il faut vraiment finir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté. Et si vous restez pour Animal, on fera une toute petite discussion après, voilà, si vous avez des questions ou si vous avez envie de réagir sur le film.